Bonjour, aujourd'hui je vous propose de travailler sur la rupture amoureuse douloureuse et de comprendre le séisme cérébral qui peut s'opérer. Alors il est commun de dire que c'est le cœur qui va souffrir, mais en fait il s'agit plutôt du cerveau, dans la mesure où il va entrer littéralement, on peut dire, en crise avec une rupture amoureuse. Et bien entendu, d'autant plus si vous subissez cette rupture au sens où vous ne l'aviez pas souhaité ni anticipé. Alors, en nous intéressant un peu plus aujourd'hui aux mécanismes biologiques, on va pouvoir saisir pourquoi une rupture, elle peut être si difficile à vivre. Et puis, surtout, on pourrait dire, pourquoi dépasser une rupture n'est pas une question de volonté ou d'émotion. Alors tout d'abord, parlons de deux hormones en lien avec l'amour, la dopamine et l'ocytocine. Précisons que la dopamine, c'est l'hormone de la récompense, donc elle va être souvent associée au plaisir et justement à la récompense. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en présence de la personne que vous aimez, eh bien, normalement, vous allez recevoir une attention positive de cette personne. Eh bien, votre cerveau, à ce moment-là, va libérer de la dopamine, cette hormone qui va vous offrir finalement plus ou moins une sensation positive. C'est-à-dire que selon la phase de votre relation, vous pouvez même aller jusqu'à ressentir de l'euphorie. En tout cas, une sensation qui va vous pousser à rechercher encore et encore ces moments gratifiants. Et on le recherche tellement qu'on peut comparer ce mécanisme à celui activé par certaines substances addictives. C'est-à-dire que plus vous êtes exposé à cette source de plaisir, et plus votre cerveau, il va s'y attacher et il va en redemander. Alors maintenant, regardons du côté de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, au point d'être souvent surnommée l'hormone du lien, parce qu'elle est libérée justement dans des moments de proximité physique, en lien avec la personne, par exemple un câlin, un baiser, pendant une conversation intime, et puis bien entendu pendant une relation physique, c'est-à-dire intime, comme par exemple un massage ou un rapport sexuel. Alors cette hormone, elle va renforcer le sentiment de confiance et puis de sécurité émotionnelle, et puis elle va aider à créer un lien durable avec le partenaire. Alors ces deux hormones, la dopamine et l'ocytocine, elles agissent en tandem, de concert, et puis elles vont participer à construire ce qu'on pourrait nommer comme une boucle biochimique. Voilà, parce que dans le cerveau, chaque interaction positive donc, de proximité avec le partenaire, ça va agir comme une forme de récompense qui va renforcer à la fois l'attachement et le bien-être. Et donc, cette dynamique, c'est celle-là qui explique pourquoi une relation amoureuse, finalement, elle peut devenir centrale dans la vie des individus. Alors maintenant, prenons l'hypothèse de la fin d'une relation. Et alors, on comprend que cette boucle hormonale, elle est généralement brutalement interrompue aussi. Et ça revient à dire que finalement, le robinet de dopamine et d'ocytocine, il va se retrouver soudainement fermé. Et c'est cet arrêt qui est généralement ressenti extrêmement fortement par les personnes amoureuses, qui se retrouvent rejetées par l'autre. Le cerveau, lui, il était habitué jusque-là à recevoir régulièrement ces doses qu'on peut qualifier de bien-être, et bien ce cerveau, tout d'un coup, il se retrouve en manque. Ce phénomène est connu sous le nom de syndrome de sevrage amoureux, et puis il présente des similitudes vraiment frappantes avec le sevrage de substances addictives, c'est-à-dire que quand le cerveau est privé de dopamine et d'ocytocine, ce cerveau, il va entrer dans un état de manque intense qui va lui-même déclencher finalement des symptômes physiques et émotionnels très intenses. Ça peut inclure, à titre d'exemple, l'insomnie, parce que la privation d'hormones, elle peut perturber des mécanismes de régulation du sommeil, sans parler des hormones du stress qui interviennent aussi comme des régulateurs. Il y a d'autres symptômes assez classiques, comme par exemple, il y en a d'autres, mais la perte d'appétit, l'anxiété, l'irritabilité, la fatigue chronique, etc. Ce moment de sevrage est un processus biologique où le ressenti de manque par le cerveau le pousse à rechercher par tous les moyens sa dose de dopamine et d'ocytocine. Et la plupart du temps, ces moyens sont finalement de rechercher ce qui se rapproche le plus de l'original. Alors, si je peux dire, mais malheureusement, ça va être... le cerveau va trouver des substituts qui souvent sont peu efficaces, on peut dire. Par exemple, ressasser des souvenirs, consulter des albums photos, regarder sporadiquement les réseaux sociaux, et puis espérer parfois un contact dans la rue ou ailleurs, en tout cas même minime. Mais on peut voir ces actes en réalité comme des tentatives du cerveau pour obtenir ne serait-ce qu'un instant la dose, une microdose de récompense qui lui manque terriblement. Alors à ce stade de notre réflexion, on peut se poser une question, c'est-à-dire que oui, la rupture, d'accord, mais pourquoi ça fait si mal au-delà du manque de la dose de bien-être? C'est-à-dire pourquoi
il y a cette douleur en plus du manque. Alors on va commencer à avoir une idée un petit peu plus précise en sachant qu'une rupture amoureuse, eh bien, elle va activer l'amygdale cérébrale, qui est une petite structure cérébrale, on pourrait dire, responsable de la gestion du stress et de la peur. Alors, il va s'en suivre une cascade de réactions physiologiques et émotionnelles parce que l'amygdale, en percevant la rupture comme une menace, eh bien, elle va stimuler alors l'axe hypothalamo-hypophyso-surréalien et le système nerveux sympathique. Et tout ça, eh bien, ça va entraîner une libération d'adrénaline et de cortisol. Alors, l'adrénaline, elle est produite rapidement, hein, c'est elle qui provoque l'accélération du rythme cardiaque, c'est elle qui provoque aussi une hausse de la tension artérielle, et puis c'est elle aussi qui très souvent offrira cette sensation d'hypervigilance accrue. Et là, si on y réfléchit, on parle des caractéristiques d'une réponse de combat ou fuite. Alors parfois la sensation, c'est une sorte de vide qui se crée au niveau du ventre, on a l'impression de tomber dans le vide. Et bien, toutes ces sensations qu'on a décrites, elles peuvent réapparaître lorsque vous tressautez, quand vous pensez voir l'autre dans la rue, lorsque vous entendez une notification de message sur votre téléphone, ou lorsque vous tombez sur une photo, ou vous repensez à un ancien souvenir, par exemple, au détour d'un film, etc. Eh bien, ça, c'est l'adrénaline, et ça donnera donc, ça accompagnera la rupture et ce qui s'ensuit dans un quotidien stressant. Alors ensuite, très rapidement, c'est le cortisol qui va apparaître, et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Eh bien, ce cortisol, il va prendre le relais pour maintenir l'état d'alerte. Un état d'alerte, d'ailleurs, hein, qui peut s'enquister sur la durée. Alors, sur le plan émotionnel, ces réactions chimiques, eh bien, elles vont amplifier les sentiments d'anxiété, de panique et de peur de l'abandon, par exemple. Et à long terme, si ça dure, eh bien, on peut dire que l'exposition prolongée à des niveaux élevés de cortisol, eh bien, elle pourra perturber, oui, la régulation émotionnelle, et puis elle va accroître les ruminations mentales, par exemple, qui peuvent devenir obsessionnelles et intensifier le sentiment de vulnérabilité, par exemple. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, l'implication de ces deux hormones, le cortisol et l'adrénaline, eh bien, tend à montrer qu'une rupture, eh bien, ce n'est pas seulement psychologique, c'est enraciné, on pourrait dire, dans des réponses biologiques profondes, essentielles pour la survie même, et vécues à chaque fois comme très éprouvante. Parlons maintenant du cortex préfrontal, hein, parce que lors d'une rupture amoureuse, eh bien, le cortex préfrontal, qui est d'ailleurs souvent décrit comme le centre exécutif du cerveau, c'est-à-dire qu'il va jouer un rôle central dans l'interprétation et puis la gestion de cette expérience émotionnelle complexe. Alors on sait aujourd'hui que cette région cérébrale est entre autres associée à la planification, à la prise de décision et à la projection dans l'avenir. Donc c'est bien le cortex préfrontal qui va tenter de gérer l'effondrement soudain de quoi? Bah, finalement des attentes, des projets, tout ce qui était associé à la relation et qui vient de se terminer avec la rupture. Donc une rupture, elle concerne pas seulement et uniquement le présent, mais elle concerne tout le futur qui est imaginé, et ça va être remuant, pour pas dire bouleversant. Parce que oui, les projets, les anticipations de soi, les anticipations du couple, eh bien, elles laissent bien souvent la place à du vide, et puis tout ça, ça donne le vertige. Et ça, le cortex préfrontal, il n'aime pas du tout l'incertitude ou le vide. L'incertitude, elle est biologiquement perçue par lui comme une menace, véritablement. Et puis ça activera en parallèle encore un peu plus la production de cortisol dans une spirale assez chaotique émotionnellement, parce que très forte en charge mentale. Il y a vraiment un emballement. On pourra dire que cette suractivation du cortex préfrontal, eh bien, elle devient un piège cérébral parce que sous l'effet d'un stress accru généré par l'amygdale, hein, on en avait parlé, le responsable de la gestion de la peur et du danger, eh bien, les scénarios élaborés par le cortex préfrontal, ils vont souvent être biaisés. Il va y avoir un biais de négativité, et on imagine là, à ce moment-là toujours le pire dans nos scénarios ou dans les scénarios pour l'avenir. Et puis ça produira donc toutes ces pensées répétitives qu'on appelle les ruminations mentales et qui plongent une personne dans un cycle d'interrogation incessante. Pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais devenir? Et s'il a fait ça ou elle a fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je peux lui écrire quelque chose? Comment l'autre vit ça de son côté? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est triste? Enfin, etc., etc., etc. On comprendra bien que toutes ces ruminations, elles sont initiées finalement comme des tentatives d'explication ou de résolution, mais elles peuvent, oui, devenir un cercle vicieux qui va consommer une quantité phénoménale d'énergie cognitive, et ça va être
épuisant pour le cortex préfrontal, qui est une région cérébrale déjà gourmande, on pourrait dire, en énergie. Mais là, avec l'emballement, eh bien, elle travaille constamment, sans finalement parvenir à un apaisement. Enfin, ça tourne en boucle dans une spirale négative, et donc, il n'y a pas de conclusion satisfaisante pour elle. Et c'est dans cet emballement, avec l'absence finalement de réponse claire, rassurante, que ce processus va renforcer parfois et souvent même un sentiment de culpabilité, d'injustice. C'est une boucle terrible qui est une sorte de mode buggé et qui cherche désespérément des explications ou des solutions, mais qui se retrouve en boucle, confronté à un chaos émotionnel. Finalement, tous les efforts du cerveau ne font que raviver la douleur émotionnelle et puis ne font que maintenir l'individu dans un état de détresse prolongée en revivant en boucle et sous stress les mêmes regrets, les mêmes scénarios. Donc le cerveau, il semble en difficulté pour se détacher émotionnellement, et la conséquence, eh bien, c'est que ça va retarder la possibilité de véritablement avancer vers une acceptation de la situation et puis une reconstruction de soi, on pourrait dire. Précisons que ce processus, bien qu'il soit intense et épuisant, hein, ça n'est pas une faiblesse de l'individu. Hein. Il reflète simplement les efforts naturels pour le cerveau, pour comprendre, pour s'adapter à une perte émotionnellement, on pourrait la qualifier de majeure. Hein. Mais précisons que le chaos généré par la rupture amoureuse dans tant de cerveaux chaque année, eh bien, pourra être finalement dépassé dans la plupart des cas. Parce que ça va prendre du temps, souvent, mais progressivement, oui, il va s'opérer une transition du cerveau vers l'acceptation et la reconstruction, et ça repose sur un processus complexe d'adaptation, alors neurobiologique, émotionnelle et cognitive. Et ce processus, il va permettre au cerveau de se rééquilibrer et de retrouver au final un fonctionnement plus apaisé. Par exemple, l'amygdale va se réguler progressivement, il va s'opérer une plasticité aussi neuronale, il va y avoir une reconstruction de sources de bien-être émotionnel qui seront à nouveau productrices donc d'ocytocine et de dopamine, et puis en plus le cortex préfrontal, il va sortir de son rythme de rumination vers une réflexion de plus en plus constructive, avec heureusement l'apparition de nouvelles routines et puis des relations sociales positives de la personne qui vont réapparaître progressivement. Précisons aussi à l'extrême que malheureusement il y a des cas où le chaos émotionnel et neurobiologique, ben, il va persister sans diminution. C'est-à-dire que ça va laisser la personne dans un état de deuil dit impossible, hein, et les conséquences peuvent être effectivement très invalidantes pour l'individu. La personne ne va pas pouvoir intégrer la perte de manière constructive à un moment. Ça peut être dramatique parce que la personne ressentira peu ou pas du tout de plaisir dans sa vie. À partir de là, elle ne se reconnectera pas émotionnellement à son environnement, et puis ça peut entraîner, dans certains cas, un isolement affectif, social, qui peut conduire à un sentiment de dévalorisation persistant, une vision de soi finalement abîmée, et puis plus d'avenir, et puis il peut y avoir apparition d'idées suicidaires chez ces personnes en difficulté. Vous l'avez bien compris, ces personnes en difficulté, elles sont piégées dans des boucles neurobiologiques, malgré elles, hein, elles sont prisonnières, et elles méritent bien entendu toute notre bienveillance et puis notre soutien entier. Alors j'invite ici toute personne qui se reconnaîtrait dans une telle situation à finalement rapidement contacter son médecin traitant si c'est pas déjà fait, hein, et puis de lui exprimer votre détresse, enfin les ressentis, afin qu'il puisse proposer des solutions adaptées d'accompagnement. Voilà, cette vidéo se termine, il me reste à vous dire à bientôt pour la suite.